Bonjour chers auditeurs et auditrices de French Boulevard. Quand une vie est enlevée violemment, cela choque et attriste. Mais quand cette vie est enlevée par la personne censée vous aimer et vous protéger, cela crée de grandes tristesses et de nombreuses questions, dont nous allons essayer de répondre ensemble. Aujourd'hui, dans notre podcast « Ce qu'il faut savoir », nous allons aborder le lourd phénomène du féminicide. Pour commencer, cette citation d'Evan Stark est vraiment parlante. Elle nous plonge tout de suite au cœur du problème, le contrôle coercitif. On ne parle pas juste de violence physique, c'est une véritable prise d'otage psychologique, un enfermement invisible qui, bien trop souvent, précède le pire. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut vraiment poser les bons mots sur cette réalité. Et surtout, il faut aller au-delà de certains termes, disons, trompeurs, qu'on entend encore parfois. Je pense bien sûr au fameux drame passionnel. La définition, elle, est très claire. Le féminicide, ce n'est pas un acte qui sort de nulle part, pas un coup de folie. Non, c'est le point final d'un long processus. C'est l'aboutissement de tout un continuum de violence qui s'inscrit dans un rapport de domination. En bref, c'est un meurtre qui a des racines systémiques. Et là, le choix des mots est absolument crucial. Quand on parle de drame passionnel, on est en train de romantiser quelque chose d'inacceptable. C'est comme si on suggérait que l'amour pouvait excuser un meurtre. C'est fou. À l'inverse, le mot féminicide, lui, il nomme la vraie racine du problème, cette volonté de contrôle, de possession qui finit par mener au crime. Et ça, c'est un point vraiment fondamental à comprendre. Une dispute, un conflit, ça se passe entre deux personnes qui sont sur un pied d'égalité. La violence conjugale, c'est tout autre chose. C'est un rapport de force complètement asymétrique où l'un cherche à dominer et même à anéantir l'autre. Mais alors, comment est-ce qu'une victime se retrouve piégée là-dedans ? Le mécanisme, il est particulièrement insidieux. Et il porte un nom. C'est l'engrenage, ou le cycle de la violence. Une véritable spirale qui enferme. Voilà à quoi ressemble ce cycle. Et attention, ce n'est pas un cercle parfait qui revient toujours au même point. C'est plutôt une spirale. Ça se répète, oui, mais ça s'accélère et ça s'intensifie à chaque fois. Chaque tour de roue, si on veut, rend la situation plus grave et l'issue bien plus difficile à trouver. Alors, décortiquons un peu ces 4 phases. D'abord, il y a la tension qui monte. La victime a l'impression de marcher sur des œufs en permanence. Puis, c'est l'agression qui éclate. Ensuite, et ça c'est vraiment un point crucial, l'agresseur va se justifier. Il va même blâmer la victime, inverser complètement la culpabilité. Et enfin, la phase qu'on appelle la lune de miel. Les excuses, les promesses, je ne le ferai plus jamais. C'est cette dernière étape qui est le piège le plus redoutable. Pourquoi ? Parce qu'elle redonne espoir. Et elle rend le départ quasi impossible. Et en fait, sous ce cycle de violence qu'on vient de voir, il y a une stratégie encore plus profonde, beaucoup plus calculée. C'est ce qu'on appelle l'emprise ou le contrôle coercitif. L'emprise, en fait, c'est la destruction méthodique de l'autonomie d'une personne. Comment ça marche ? L'agresseur va l'isoler petit à petit de sa famille, de ses amis. Il va contrôler son argent, ses démarches. Il va la manipuler psychologiquement, ce qu'on appelle le gaslighting, pour lui faire croire qu'elle devient folle. Et puis, il y a cette dévalorisation constante qui finit par détruire toute estime de soi. La victime se retrouve privée de toutes ses ressources, de tous ses outils pour se défendre. Pour mettre un visage sur ces mécanismes, pour que tout ça ne reste pas juste théorique, on va parler d'une histoire qui a vraiment bouleversé l'Amérique. L'histoire de Nancy Mettayer-Bowen. Parce que Nancy Mettayer-Bowen, ce n'était pas juste une victime. C'était une scientifique brillante, diplômée de la prestigieuse université Johns Hopkins. C'était une pionnière, une élue respectée, la première femme noire à la commission de sa ville. Une voix puissante pour sa communauté. Une véritable étoile montante. Et c'est important de comprendre qui elle était pour mesurer l'immensité de ce qui a été perdu. La chronologie des faits est glaçante. Elle est tuée le 31 mars. Son corps est découvert le lendemain, le 1er avril. Et le 2 avril, c'était le jour où elle devait lancer sa campagne pour le Congrès américain. L'ironie est d'une cruauté insoutenable. Son avenir a été fauché au moment même où il s'annonçait le plus brillant. Ce témoignage du maire de sa ville, il en dit tellement long sur la femme qu'elle était. Une force tranquille, charismatique. Et ça contraste de manière terrible avec l'image d'une femme sous emprise. C'est une réalité que personne, absolument personne dans sa vie publique ne pouvait soupçonner. Et voilà, on en arrive au point qui nous ramène au cœur de notre sujet. Aucune plainte officielle, aucune alerte.
Son histoire, elle illustre de façon tragique à quel point cette violence est un fléau invisible. Ça se passe derrière des portes closes, même quand la victime est une personnalité publique, forte et accomplie aux yeux de tous. Le cas de Nancy Metayer-Bowen nous force à nous poser la question, mais alors, comment est-ce qu'on peut voir ce qui est tant visible? Parce que oui, et c'est ça qui est terrible, ces tragédies sont souvent prévisibles, si on sait quels signaux identifier. Il y a un fait statistique, un fait criminel, qui est implacable. La période la plus dangereuse pour une victime, c'est le moment de la séparation. Le moment où elle décide de partir, où elle essaye de reprendre sa liberté, c'est là que le risque de meurtre est le plus élevé. Pourquoi? Parce que pour l'agresseur qui sent sa proie lui échapper, c'est l'acte de possession ultime. Ensuite, un des signaux les plus alarmants, c'est l'étranglement. Il faut savoir qu'une femme qui a déjà subi une tentative d'étranglement par son partenaire voit le risque d'être assassinée par ce même partenaire multiplié par 7. C'est un indicateur de danger de mort qui est absolument majeur. Et juste après ça, un autre facteur de risque critique, l'accès aux armes. La simple présence d'une arme à feu au domicile, ça multiplie par 5 le risque de féminicide. Ça agit comme un catalyseur, ça transforme une situation déjà dangereuse en une situation potentiellement mortelle en une fraction de seconde. Et puis bien sûr, il y a d'autres signaux qui doivent alerter immédiatement. Les menaces de mort, même celles qui sont dites en l'air, une jalousie maladive, obsessionnelle, un passé violent, connu, et aussi la grossesse, qui est une période de grande vulnérabilité et de risque accru. Tous ces éléments, mis ensemble, forment un cocktail qui peut devenir mortel. Merci à toutes et à tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Aujourd'hui, nos pensées vont vers les victimes de violences conjugales et aux parents et aux enfants qui ont perdu leur maman, leurs filles, leurs enfants de façon bien trop tragique. Chers amis, en attendant un nouveau podcast, ce qu'il faut savoir, nous vous souhaitons à toutes, mesdames, une journée agréable à l'écoute de French Boulevard et on se quitte avec une phrase que me disaient ma mère et ma grand-mère. N'oublie jamais mon fils, un homme ne frappe jamais une femme, même avec une rose.